Notre premier invité est déjà là, Dieudonné Moucha Galoussa. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Je suis heureux et ravi d'être sur ce magnifique plateau de Télé 50 pour Kin Direct. Je suis heureux aussi de vous avoir parce que c'est important pour nous journalistes, mais aussi pour ceux qui nous suivent un peu partout à travers le monde, surtout ceux qui sont dans la province du Sud Kivu avec cette affaire des Chinois appréhendés avec de l'or et des billets en liquide. D'abord, relatez-nous les faits. Qu'est-ce qui s'est passé réellement à Bukavu? Oui, merci beaucoup. Je suis très à l'aise de parler de cette question, d'autant plus que moi-même, je suis à la fois originaire du Sud Kivu, mais je suis également membre de la société civile et j'ai suivi cette situation et ça nous a beaucoup préoccupés. Et au niveau du panel des experts de la société civile, nous nous sommes réunis, nous avons réfléchi sur tous les aspects qui ont été annoncés dans la presse et nous avons remarqué un certain nombre d'éléments. Et parmi ces éléments-là, il faut signaler qu'il y a eu deux vagues de Chinois. Il y a eu d'abord la première vague où on avait arrêté 12 Chinois qui ont été expulsés. Après, il y a eu la deuxième vague de 3 Chinois qui avaient de l'argent sur eux. Nous avons remarqué, il faut dire 3 éléments. Le premier, c'est le fait que, comme tout Congolais, personne ne peut accepter qu'il y ait exploitation illicite de nos matières premières dans notre pays. Personne, c'est contre la loi, aucun Congolais ne peut le vouloir, et surtout qu'on puisse continuer à être dans une situation de pauvreté où le cahier de charges de la population n'est pas respecté et où les Chinois viennent prendre de l'or comme ils veulent, ils partent et les redevances ne sont pas payées. Ça, c'est un élément, un fait indéniable et il faut le souligner comme tel. Il y a un deuxième élément, c'est effectivement la volonté du gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi, pour non seulement lutter contre l'exploitation illicite des minéraux au niveau de la province, mais également il cherche à avoir des redevances, il cherche à maximiser les recettes parce que les Chinois doivent payer, et pas seulement les Chinois. Et au-delà des Chinois, il y a également des Congolais qui sont presque dans la même situation que les Chinois, mais malheureusement, le focus a été fait sur les Chinois. Ça, c'est un deuxième élément. Donc, le premier palier, comme tout Congolais, personne ne peut accepter cela, personne ne peut supporter. Nous tous, nous voulons qu'on puisse être dans la normalité. Deuxième chose, comme Sud Kivutien, je salue la volonté du gouverneur de province de vouloir lutter contre l'exploitation illicite, mais également de pouvoir augmenter les recettes au niveau de la province. Maintenant, comme acteur de la société civile, le gouverneur a commis comment le terme le plus approprié, mais il a fait des baises, il a fait les sensationnels, il n'a pas respecté les normes. Parce qu'il a filmé ces gens et diffusé. Allez-y. Il n'y a pas que ça, nous avons relevé 12 mauvaises procédures ou 10 péchés. 12 irrégularités. 12 irrégularités, et puis nous avons parlé des 10 péchés qu'a commis le gouverneur du Sud Kivu. Le premier élément, c'est que le gouverneur du Sud Kivu, il s'est arrogé les prérogatives qui ne sont pas les siennes dans ces domaines. En tant que gouverneur, il y a la police des mines, il y a la DGM, il y a le conseil provincial de sécurité qui devrait s'occuper de la question au niveau de l'ANER, au niveau de la DGM, au niveau de la police et tous les services impliqués dans cela. Ce qui fait que lorsqu'on a arrêté la première vague des Chinois, le gouverneur était en difficulté puisque le gouverneur n'a pas de cachot. Le gouverneur ne peut pas se transformer en OPJ. Le gouverneur ne peut pas se transformer en magistrat. Le gouverneur ne peut pas se transformer en REDOC. Il ne peut pas se transformer en directeur provincial de la... Mais est-ce qu'il n'y a pas de collaboration entre le gouverneur et tous les services énumérés là? Malheureusement, je vous dis, et ça je dis, comme acteur de la société civile, comme je suis en train de dire, et comme quelqu'un de légaliste, ça n'a pas été fait. Et c'est là où tous les problèmes sont survenus. Et donc, vous voyez, vous êtes dans une bonne position, mais parce que vous voulez du sensationnel, vous faites des baisses, vous faites des inadéquations dans la communication, il y a beaucoup de contradictions, et ça a généré ce que ça a généré aujourd'hui, qu'il y a eu l'interpellation du ministre de l'Intérieur. En toute objectivité, les gens peuvent dire que non. Vous savez, j'ai toujours été critique. Je l'ai toujours été, mais mon avantage, je suis rationnel. Mon avantage, je suis légaliste. Mon avantage, je respecte ce que dit la loi. Je ne peux pas donner des éléments au niveau de l'opinion. Je ne peux pas vouloir expliquer une situation sans avoir un soubassement solide sur lequel personne ne peut me contredire. Le gouverneur ne peut pas s'arroger le droit d'être magistrat, d'être procureur lui-même. Une fois qu'on avait arrêté ces Chinois, il fallait les transférer à la justice
et que la justice puisse faire son travail. Ce qui fait que lorsqu'on a arrêté la première vague des Chinois, il les a envoyés à la police. Quand on les envoie à la police, il n'y avait aucun procès verbal. La police, le commandant provincial de la police, il garde les Chinois pendant 48 heures. Il dit, la Constitution me demande quoi? Dès que je garde quelqu'un pendant 48 heures, j'en fais quoi? Il prend les Chinois, il les envoie à la DGM. Puisque, un autre élément que les gens ne savent pas, on a arrêté la première vague des Chinois, c'était entre autres pour un séjour irrégulier. Et les séjours irréguliers, là, lorsqu'on les a envoyés à la DGM, par rapport à la loi, ou le décret loi d'ailleurs, je crois, 00D qui porte fonctionnement, organisation de la DGM, dans sa deuxième mission de la police des frontières, on a deux aspects. Comme les Chinois étaient dans une situation irrégulière, soit ils devraient régulariser leur situation, soit on devrait les expulser ou les refouler. C'est ce qui a été fait. Et dans les mécanismes de refoulement, de l'expulsion, on peut le dire, on peut ne pas vouloir l'accepter, mais la loi prévoit qu'on doit expulser quelqu'un à partir de la frontière la plus proche. Et la frontière la plus proche de Bukavu, moi je suis de Bukavu, on traverse tout le temps, c'était par les frontières qui se trouvent à Ruzizi 1 ou Ruzizi 2. Ce qui a été fait par la DGM en les expulsant en passant par les Rwandais. Ça suscite un peu de problèmes parce que les Rwandais, nous savons ce qu'il y a comme problème. Mais à côté de ce problème-là, les frontières de la DGM avec les Rwandais et le Sud Kivu n'ont jamais été fermées. Et les Congolais traversent au Rwanda tous les jours. Les Pakistanais, les Chinois, les Indiens, n'importe qui peuvent traverser. Sur ce principe-là, il n'y a pas match à discuter. Et donc, les Chinois, on les a expulsés et ils sont passés par où ils sont venus. Et surtout, les gens ne savent pas que les Chinois avaient déjà les billets où ils étaient en train de rentrer et ils ont payé leurs billets, on les a expulsés, ils sont passés par les Rwandais. Ce qui est une procédure normale. Cette première vague, et c'est là où nous avons encouragé, parce qu'il n'y a pas qu'au Sud Kivu on a refoulé des Chinois. On refoule des Chinois, que ce soit Kisangani, Lubumbashi, Kolwezi. Il y a des Chinois qui ne sont pas en règle avec la DGM. Et à ce moment, on les refoule. Mais la question de la sensation, la question de sensationnel, de la sensibilité au Sud Kivu, on les a mis en exergue. On a mis une communication qui n'était pas adaptée à la situation. Ça, je l'ai dit. Par rapport au premier groupe de Chinois. Voilà, par rapport au premier groupe de Chinois. Alors, mais ce qui intéresse maintenant les publics, c'est ces deuxième groupe de Chinois avec de la liquidité, 800 000 $, avec de l'or. Qu'est-ce que vous reprochez à ce niveau-là, le gouverneur des provinces? Vous dites qu'il a beaucoup péché. Voilà. Il y a un élément que je veux dire, et jusqu'à ce moment où je suis sur ce plateau, j'aurais bien voulu qu'on organise un débat que quelqu'un me contredise. Vous imaginez, le gouverneur de province, c'est la première personnalité, c'est la référence de la province. C'est le représentant du président de la République, comme on a l'habitude de le dire, mais il est encore professeur, il investit de beaucoup d'intelligence, de pouvoir, de précautions et de dispositions qu'il doit prendre. Dans sa communication, il a parlé de 800 000 $ qu'on a ravis chez les Chinois. Mais après, on parle de 400 000 $. Les Chinois parlent de 8 millions de dollars. Quel est le chiffre réel? Et moi, comme acteur de la société civile, je ne peux pas encourager mon gouverneur de ne pas être prudent avant de faire quoi que ce soit. Tout simplement parce qu'il n'avait pas pris la précaution de faire ça par les services appropriés, la police des mines, où on devait élaborer un procès verbal en bonne et due forme de saisie. Personne ne peut ignorer ça. Mais si la police des mines est complice, parce que la question à vous poser maintenant, comment est-ce que les Chinois arrivent, traversent la frontière, parfois sans papier, et se retrouvent dans des mines en train d'exploiter de l'or? Ça, c'est une autre chose. Si c'est ça la question, là, je crois que nous sommes dans le même esprit. On ne peut pas accepter, effectivement, comme je l'ai dit, que les Chinois traversent. Mais je ne pense pas qu'il y a des Chinois qui traversent notre pays sans avoir un visa. Dès qu'ils ont les visas dans leur pays, en Chine, avec l'ambassadeur qui est de l'autre côté, dès qu'ils sont en possession des visas, il n'y a aucun droit qui les empêche de ne pas être sur le territoire congolais. Ça, il faut dire, comme je viens de dire, moi je suis légaliste. Dès que quelqu'un a un visa en bonne et due forme, qu'est-ce que vous allez les reprocher de ne pas entrer sur le territoire congolais? S'il n'a pas les visas, ça devient une autre chose. Et à ce moment-là, le gouverneur doit déployer ses services pour qu'on puisse savoir quel est le Chinois qui est en ordre, quel est le Chinois qui n'est pas en ordre, et prendre des dispositions utiles conformément au mécanisme institutionnel, mon frère. Et ça, le gouverneur ne peut pas entrer dans les baises, puisque à ce moment-là, on expose les Chinois. Et c'est là où je prends l'autre casquette comme défenseur des droits humains. Je suis obligé de défendre toute personne humaine. Mais pourquoi vous défendez les gens qui exploitaient de manière illicite nos minerais? C'est là où c'est vous qui êtes de la société civile.
on ne comprend plus rien là. Non, effectivement, c'est parce que les gens n'aiment pas qu'on dise la vérité absolue. Il y a les sensationnels dans ces dossiers. Et la vérité absolue, c'est qu'effectivement, on ne peut pas accepter l'exploitation illicite. Ça, je condamne fermement. La deuxième chose, c'est le non-respect de la procédure en la matière. Donc, le fond ne vous choque pas, c'est plutôt la forme qui vous choque. Non, dans le fond, il y a également cette question de discordance, cette question de contradiction dans les chiffres. Où maintenant, vous imaginez, ça va donner quelle image? Dès que les Chinois parlent, ça va être parole contre parole. Et les gens ne comprennent pas ça. Il n'y a que des gens qui ont la profondeur d'analyse, qui ont un esprit éclairé, qui peuvent comprendre cela. Dès que les Chinois vont déclarer 2 millions de 8 millions, vous avez parlé 800 000. Après, vous rebuffez sur 400 000. Mais quelle est l'image dans les images, on n'a pas vu 8 millions. En tout cas, tous ceux qui ont vu les images, la version de 800 000 peut être acceptée, peut-être aussi celle de 400 000. Voilà. Mais 8 millions, ça, on n'a pas vu. 8 millions de dollars, ça ne pouvait que sauter aux yeux. Voilà. Mais de manière pratique, en ce moment ici, ces Chinois sont entre les mains de quel service? C'est la question qu'il faut se poser effectivement. Puisque si on les avait... Je ne suis pas en train de défendre les Chinois. Je suis dans l'option de pouvoir régulariser les choses, que ça se passe bien pour qu'on ne puisse pas... C'est une question très très délicate, mon frère. Les gens aussi n'ont pas une lecture de plus profonde où cette question peut créer un incident diplomatique. On ne pense pas à ça, mais les gens sont dans les buzz, les gens sont dans les sensationnels, les gens sont dans l'affaire des Chinois. On parle de 800 000, on parle de lingots d'or, parce qu'il y a également des Congolais, ça on ne veut pas le dire. Il y a des Congolais qui sont dans l'exploitation illicite des minerais chez nous, au sud Kivu, mais on n'en parle pas. Quelle est la différence entre un Congolais qui fait l'exploitation illicite et un Chinois qui fait l'exploitation illicite au même titre qu'il faut un manque à gagner à la province? Il faut qu'on puisse ouvrir... au moins, ces minerais... indirectement appartiennent aussi à ces Congolais-là, même s'il n'est pas en ordre. Non, les minerais Chinois, c'est quand même scandaleux. Non, les minerais appartiennent aux Congolais, mais ne sont pas pour les Congolais, puisque au final, ça finit par aller ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, aujourd'hui, nous apprenons que le gouverneur est sous pression notamment de Kinshasa. Cette pression est exercée parce que tout a été biaisé au niveau de la procédure, où vous estimez qu'il y a à Kinshasa des personnes... haut placés, n'est-ce pas, qui protègent ces Chinois. Pas que les Chinois, ils sont nombreux ici, les Indiens, ils sont dans votre province, le Sud Kivu, ils sont dans les Grands Katanga. Hein, certains se pavanent même à Kinshasa ici. Vous pensez que la pression que subit le gouverneur en ce moment, c'est vraiment à cause de ce que vous dites, les 10 péchés ou les 12 péchés, ou c'est des gens qui protègent les Chinois? J'étais le premier à le dire, je suis du Sud Kivu et pas n'importe qui dans la province. Je souffre souvent du fait que le Sud Kivu a toujours été la province qui est toujours la première pour l'instabilité institutionnelle, où on change de gouverneur tout le temps. Et nous, on compte beaucoup sur le professeur Jean-Jacques Poroussi. Nous voulons sa stabilité. Mais le fait de pouvoir biaiser toutes les procédures, le fait d'avoir une indélicatesse dans la communication, le pouvoir de s'arroger les prérogatives qui ne sont pas les siennes, le fait de vouloir exposer les Chinois au échange, le fait de ces contradictions-là, il donne l'occasion, il passe en or pour ceux qui lorgnent ces postes-là de pouvoir mettre en place un mécanisme de les défenestrer et de faire l'instabilité au niveau de la province. Ça me fait mal de le dire, je suis désolé du Sud Kivu, mais lui-même, je l'avais dit, qu'il ouvre une brèche de l'instabilité. Et je pense qu'il a été très, très, très mal conseillé par ses conseillers et tous ses ministres. Et donc, le fait que les ministres nationaux, les VPM au niveau de l'intérieur, venaient d'envoyer un message de full stop, on peut avoir des interprétations, mais si c'était vous, qu'est-ce que vous alliez dire au gouverneur? C'est de lui dire de prendre le dossier et de l'envoyer à la justice. Quel est le mal dans ça? Je ne défends personne. Ça, je dois bien l'avouer. Moi, je suis légaliste et quand je développe des arguments, je développe des éléments solides sur lesquels vous ne pouvez pas ébranler. Quand le gouverneur attrape les Chinois, il va les garder chez lui à la résidence. Il va les garder où? S'il avait envoyé les dossiers en justice, à ce moment, le procureur qui investit de ses pouvoirs, ou les magistrats instructeurs du dossier, ou la police des mines, ou la direction générale d'immigration, pouvaient savoir quelle attitude prendre. Mais j'ai posé la question de la complicité à plusieurs niveaux. Si tous les services que vous évoquez, police des mines et autres, étaient complices de cette exploitation, parce que ces Chinois, on n'est pas sûr qu'ils sont arrivés là d'eux-mêmes.
Il y a certainement des gens qui connaissent la province, qui connaissent même là où se trouvent les carrières et tout, qui ont indiqué même aux chauffeurs quelle route prendre et tout. Si les gouverneurs, peut-être, ils craignaient que si j'appelle ces gens, ils vont se couvrir. Est-ce qu'il faudra aujourd'hui lapider le gouverneur parce qu'il a signalé qu'il y a un serpent dans la maison qui est en train de consommer ce qu'on a stocké dans les magasins? Moi, je n'ai jamais été dans les sensationnels. C'est-à-dire, je viens de le dire, dès que les Chinois est en ordre, il a un visa. Quel mécanisme vous avez pour les bloquer de ne pas circuler sur le territoire congolais? Non, que quelqu'un me dise... Non, est-ce qu'ils avaient le permis d'exploitation? C'est ça l'autre question maintenant qu'il faut savoir. Mais dès qu'ils étaient arrivés, pourquoi le gouverneur n'a pas instruit les services de pouvoir vérifier s'ils sont en régularité ou pas? Et une fois qu'on les attrape, on les envoie sur les services qui doivent vérifier la régularité, la légalité, les séjours sur lesquels fondent leur présence ici en République démocratique du Congo. Ce qui n'a pas été fait. Et donc le fait d'avoir biaisé ça, l'autre question là devient une présomption de croire qu'il y a des gens qui sont derrière. Et même alors, ce n'est pas au gouverneur de pouvoir accuser des institutions publiques de l'État, de dire que non, il y a des proches de la présidence qui sont derrière les dossiers. Il y a telle institution qui est dans les dossiers. Il y a des mécanismes de coopération institutionnelle. À ce moment, les gouverneurs prêtent le flanc à ceux qui veulent l'entrer. Et c'est ce que nous avons dénoncé. Et c'est ce qui nous fait mal, que lui-même contribue à l'instabilité de la province parce qu'il donne l'occasion à sa hiérarchie de pouvoir les réprimander pour rien. Alors qu'il avait la possibilité d'analyser bien les choses, de les canaliser et de pouvoir réunir tous les éléments nécessaires pour mieux faire l'affaire. Et donc, s'il avait laissé les services s'occuper de ça, s'il avait réuni les conseils provinciaux de sécurité, s'il avait remis les Chinois entre les mains de la justice, s'il avait remis les Chinois à la Direction générale des migrations, s'il avait fait participer les services de renseignement, toute la complicité de ces services-là devrait lui permettre d'être couvert et de ne pas prendre cette question au sensationnel. Donc, le grand péché du gouverneur, le professeur Jean-Jacques Pouroussi, c'est d'avoir dit aux Congolais, chez moi, il y a des Chinois qui volent nos minéraux. Non, je n'ai pas... C'est son grand péché. Parce qu'il fallait que cela passe par des services énumérés, là, que vous dites. Bien sûr, il y a la manière... Je ne pense pas que c'est au Sud Kivu seulement où il y a des questions pareilles qui se passent et on expulse les Chinois et où on ravisse les choses. Il y a le Kolwezi, Kisangani, je crois, tous les Haut-Katanga, Kalemi et tout ça. Mais les 10 péchés, c'est effectivement cette indélicatesse-là de n'avoir pas pris des précautions de respecter la procédure et de respecter la loi. N'oublions pas qu'il est quand même le premier citoyen de la province. C'est lui qui doit faire les modèles, c'est lui qui doit faire respecter cela. Et les Chinois, là, ils étaient dans une entreprise bien connue. S'il s'agissait de faire payer la redevance à ces Chinois-là, on devrait envoyer la note de perception via les services, encore une fois de plus, appropriés pour savoir combien ils devraient payer. Et à ce moment, on s'attaquerait à la société. S'il faut faire la saisie, on saurait comment est-ce qu'il faut le faire. Et donc, je suis en train de dire que j'accompagne, j'appuie le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi dans sa bonne volonté de pouvoir lutter contre l'exploitation illicite, de pouvoir contribuer, de pouvoir mettre en place un mécanisme d'amener les fonds au niveau de la province, mais je condamne la procédure et le non-respect des règles en matière de ce qui concerne et la migration et l'exploitation illicite, mais aussi ce qui concerne la taxation et la police des mines. Et donc voilà des éléments. Et ces dossiers, comme je suis en train de le dire, ça va au-delà du sensationnel qu'on est en train de parler. Il n'est pas impossible que, comme les Chinois se promènent toujours avec l'argent, et n'oublions pas que les Chinois, et ça, je pense, je peux faire un clin d'œil à ceux qui ont permis à ce que les contrats chinois puissent avoir lieu, puissent être révisés et soient ce qu'il est aujourd'hui. Les Chinois sont les seuls qui amènent les capitaux frais dans notre pays. Mais est-ce qu'ils doivent se pavaner avec ça partout? Parce qu'il y a quand même une circulaire. On ne peut pas se promener avec plus de 10 000 $ dans la poche. Pourquoi ces Chinois trimballent partout avec des mallettes d'argent? On les voit pas seulement ce que le gouverneur a saisi au Sud Kivu, on les voit là-bas, dans le Haut-Katanga et partout. Ces Chinois ont les capitaux frais dans leur sac. Est-ce que c'est normal dans un pays qui se dit souverain? Il fallait anticiper. Une fois qu'on savait que ces entreprises existent, il faut les exiger d'avoir des comptes à banque chez nous. Et une fois qu'ils ont des comptes à banque, ça permet à ce que la province puisse avoir un peu d'argent, ça permet à ce que ça puisse avoir la traçabilité.
ça permet à ce que finalement, on puisse raflouer les caisses de l'État, on puisse avoir l'argent frais et les capitaux frais au Sud Kivu. Et donc, le fait de pouvoir faire cette frustration-là, les gens ne peuvent pas le comprendre maintenant, mais je suis sûr, en prenant rendez-vous avec l'histoire, qu'un jour, on se rendra compte que le fait d'avoir exposé, le fait d'avoir fait tout ce qui aille autour de cette affaire des Chinois va avoir des incidences à la fois diplomatiques, ça va avoir des incidences à la fois politiques, ça va avoir des incidences à la fois économiques, et donc on se rendra compte qu'on avait biaisé la procédure. C'est la raison pour laquelle nous avons prodigué des recommandations et au niveau du gouverneur, au niveau de la Direction générale des migrations, mais également au niveau des Chinois. Et à ce titre-là, nous avons demandé au gouverneur, nous l'encourageons de continuer, mais qu'il soit prudent, qu'il puisse respecter la procédure conformément à la loi. Nous avons demandé effectivement à la Direction générale des migrations que nous encourageons de pouvoir continuer la procédure d'expulser tout étranger. Il n'y a pas que des Chinois. S'il y a d'autres personnes qui sont en situation irrégulière, en séjour irrégulier, qu'on les expulse et nous les voyons souvent. Vous et moi, nous sommes ici à Kinshasa. Nous avons déjà vu plusieurs fois qu'on expulse des gens qui ne sont pas en ordre à travers l'aéroport d'Indjili. Pourquoi ça ne fait pas de problème? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Pourquoi la question des Chinois pose plus de problèmes en matière d'expulsion, en matière de refoulement, plus que d'autres étrangers qu'on expulse? La question encore qu'il faut se poser, pourquoi on n'a pas anticipé de pouvoir savoir qu'à tel endroit, il y a des Chinois qui ne sont pas en ordre, il faut les appeler pour régulariser la situation. Voilà autant d'éléments. Et moi, je me mets à la place du gouverneur. Je ne le suis pas, je n'envie pas de l'être parce que je suis très bien dans ma peau de la société civile pour l'instant. Mais nous pensons qu'il ne faut pas donner l'occasion de faire des bonnes actions, mais après avoir fait comme une maman, comme un enfant peut puiser de l'eau propre, après vous amenez du sable, vous mettez dans un verre d'eau, est-ce que ce verre-là sera encore consommable? Est-ce qu'on peut dire, au regard de tous les éléments que vous avez énumérés, ça c'est l'avant-dernière question, est-ce qu'on peut dire que désormais Jean-Jacques Purusi est sur une chaise éjectable? Non, je ne le dis pas. C'est vrai que c'est une indélicatesse qui a été commise par l'autorité provinciale dans la communication, dans le non-respect de la conformité, dans la violation des procédures et tout ça. Mais nous pensons qu'il a tiré une leçon et nous pensons qu'il ne va pas s'arrêter à ce niveau-là, qu'il va continuer. Et nous sommes prêts à les soutenir. La preuve est que les collègues de la société civile ont organisé une marche. J'en profite pour saluer tous les acteurs de la société civile dans la diversité au niveau du Sud Kivu, surtout les bureaux de coordination qui est coordonné par Maître Néné et tous les autres collègues qui ont participé à cette marche pour apporter un soutien. C'est que nous sommes en train de faire l'alerte, nous sommes en train de prévenir pour qu'on ne puisse pas biaiser les procédures qui peuvent nous aider à raflouer les caisses de l'État, mais aussi qui peuvent nous permettre de lutter contre l'exploitation illicite. Parce qu'en faisant cela, comme vous l'avez dit, s'il y a des gens qui peuvent lui reprocher quelque chose, les restes là sont des présomptions. Moi, je ne peux pas dire qu'il y a telle autorité qui est derrière ça tant que je n'ai pas de preuves. Je ne peux pas affirmer ça puisque en justice, si on m'amène là, je ne saurais pas le dire. Les gens peuvent maintenant piloter sur n'importe quel élément. Peut-être les preuves, peut-être c'est les niveaux de vie de la population au niveau du Sud Kivu. C'est la question à vous poser maintenant. Quand vous voyez la manière dont les minéraux sortent de la province du Sud Kivu et la qualité de vie de la population dans cette province, est-ce que ça vous inquiète? Ça m'inquiète tellement. Et puis il y a contraste. D'ailleurs, j'étais révolté lorsque j'ai appris qu'il y a eu autant de lingots d'or que les Chinois ont exploité. Si les Chinois quittent en Chine pour venir exploiter des lingots d'or chez nous, qu'est-ce que nous, Congolais, nous en faisons? C'est aussi ça la question qu'on ne veut pas exploiter. Comment se fait-il nous sommes assis, nous sommes sur une terre qui est productive, qui contient des minéraux là en bas. Il faut que des Chinois quittent chez eux pour venir exploiter ça ici chez nous. Et nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Voilà autant de questions. Malheureusement, on n'est pas entré en profondeur pour se poser quelle est la responsabilité de nous les Congolais. Ces minéraux, ces matières sont là depuis autant d'années. Mais il n'y a aucun Congolais qui a décidé de les exploiter. Donc c'est en train de... Malheureusement, ça ne peut pas pourrir si j'allais utiliser ces termes entre guillemets. Donc, de l'or qui traîne sur notre territoire. Et malheureusement ou heureusement, moi, je suis encore de ces territoires-là de Walungu, de la collectivité chefferie d'Engweshe. Je me rends compte que ma collectivité est riche, mais la population est pauvre. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est de régulariser. Si nous, Congolais, nous sommes incapables d'exploiter ces minéraux-là, qu'on régularise la procédure avec les Chinois, qu'on puisse avoir un cahier de charges
qui va permettre à ce que la population puisse bénéficier de l'exploitation de ces minéraux-là si nous-mêmes nous sommes incapables de les exploiter. Puisque au finish maintenant, c'est vous qui posez les questions, peut-être c'est par là que je vais terminer, comme on a saisi cet argent-là, comme on a saisi ces lingots d'or-là, la population gagne quoi? La population gagne quoi? Très très bonne question, mais ces minéraux sont aussi épuisables si vous les laissez à la disposition de ceux qui viennent, qui n'entrent pas des fenêtres, qui pillent. Après, on condamne au moins ceux qui dénoncent parce que la formule n'a pas été respectée. Là, ça prête peut-être confusion et ça met les peuples en difficulté. Non, ça ne met pas les peuples en difficulté. Nous sommes en train de faire comment il faut dire, une communication anticipative pour que finalement, on ne puisse plus permettre à ce que des Chinois exploitent de l'or d'une manière illicite et que la population ne puisse pas en bénéficier. Parce que si on savait cela, on allait élaborer, on allait permettre à ce que le plan de développement local puisse donner un cahier de charges au niveau de ces Chinois ou au niveau des entreprises, parce que les Chinois ne sont pas isolés comme individus. C'est aussi ça la communication qui a été biaisée. Il s'agit des entreprises bien identifiées qui utilisent ces Chinois-là et qui exploitent ces matières premières-là. Et donc, il n'y a pas que les Chinois, il faut que les gouverneurs ouvrent jusqu'au bout. Il y a des Congolais qui sont impliqués aussi dans l'exploitation illicite de ces minéraux-là, de ces matières précieuses chez nous. Il faut qu'on ouvre, qu'on ne puisse pas avoir seulement des cibles d'une catégorie de personnes, parce que la conséquence serait aussi, malheureusement, que la population du Sud Kivu, que je félicite, elle est très bien éduquée. La conséquence serait on révolte la population contre les Chinois et on arrive à tuer 2 ou 3 Chinois. La question serait autre que ce que nous sommes en train de discuter aujourd'hui. Merci beaucoup, Dieudonné Mouchagaloussa. Vous êtes de la société civile. C'était une question très, très pertinente pour la vie, non seulement de ceux qui habitent le Sud Kivu, mais pour tous les Congolais, parce que le Congo est riche en beaucoup de ressources minières. Merci et à très, très bientôt. Merci beaucoup. Je sais que beaucoup de gens ne m'ont pas compris, mais c'est ça la vérité. J'espère qu'ils vous ont compris, parce que moi, je vous ai compris en tout cas. Alors, que retenir de ces polémiques entre le pasteur Mike Kalambayi et le feu d'Akumouda, appelé Newman? Nous recevons Ange Gabriel Ngalamouloumé, éditeur du journal La Justice.